Bonjour, pour ce nouveau numéro de IDEIL Magazine, le magazine géographique des initiatives et du développement dans les îles du Ponant, nous sommes à l'île Dieu. Nous avons réalisé cette émission au mois de février, entre les grains et les tempêtes. Parmi les îles du Ponant, l'île Dieu est la seule à faire partie du département de la Vendée. Sa superficie, d'environ 23 km², la rapproche davantage des îles de Groix et de Ouessant que de Belle-Île, qui est 3,5 fois plus grande. Pourtant, sa population de 4 802 habitants en 2014 la rapproche davantage de celle de Belle-Île que de Groix. La densité de population de 202 habitants au km² est de loin la plus élevée parmi les grandes îles. C'est la plus importante après celle de l'île de Sein et de l'île d'Aix. L'île Dieu est la seconde île la plus éloignée du continent après Ouessant, à la fois à vol d'oiseau et en distance parcourue par le bateau de passagers. Les navettes les plus régulières se font sur des catamarans rapides dont le trajet dure 30 minutes. Le navire de fret embarque également des passagers et relie l'île en 1h10. L'île Dieu est desservie en basse saison par 3 rotations quotidiennes dont les horaires sont contraints par ceux de la marée. Pour compléter ces transports maritimes, un hélicoptère propose des traversées quotidiennes d'une durée de 10 minutes. L'île Dieu est orientée nord-ouest-sud-est. La partie sud est la plus élevée, elle culmine à 32 mètres. La côte ouest, plus exposée, est appelée la côte sauvage. Au nord, elle est composée de plateaux rocheux et de dunes. Au sud, on observe des falaises rocheuses et des criques qui évoquent les paysages des îles bretonnes. La côte est, abritée et plate, est composée principalement de dunes, de forêts et de vastes plages de sable. Le paysage de l'île Dieu est également marqué par la présence de quelques zones humides, comme le marais salé. L'ouest et le sud de l'île composent une vaste zone préservée de l'urbanisation en dehors de l'aérodrome. Elle est principalement composée de friches. Le principal centre d'activité est Port-Joinville, qui regroupe les activités maritimes, les services municipaux et une grande partie des commerces îlets. Le bourg de Saint-Sauveur, ancienne capitale de l'île, maintient cependant une activité grâce à des commerces ouverts à l'année. Les bourgs anciens sont constitués de ruelles et de venelles qui serpentent entre des maisons basses, blanches, aux volets colorés et aux toits de tuiles. Des murets de pierres sèches abritent les jardins. L'urbanisation est principalement concentrée autour de Port-Joinville et de Saint-Sauveur, dans la partie nord de l'île et le long des principaux axes routiers. Des propriétés plus grandes, accessibles par un important réseau de chemins de terre battus, ponctuent également le territoire de façon diffuse. Pour compléter cette approche géographique, nous avons recueilli des témoignages sur l'histoire de l'île. L'île Dieu a toujours été, au cours des siècles, un point stratégique qui contrôlait la navigation marchande depuis Bordeaux en allant vers le nord et vice-versa. Tous les bateaux devaient se ravitailler à l'île Dieu parce qu'il fallait absolument faire des vivres et de l'eau. Donc ça accroissait la production agricole de l'île. La situation de l'île attire de nombreux envahisseurs, ce qui impacte son développement et implique l'aménagement d'ouvrages de défense sur son territoire. Puis est arrivé après la paix d'Amiens, c'est 1815, ça a commencé la prospérité. La pêche est arrivée ici et cette pêche était si fructueuse qu'elle ramenait en même temps beaucoup de gens de Bretons qui venaient et amenaient leurs épouses ici, qui ont commencé à travailler dans les premières usines. La première usine est vers 1862, comme ça, et puis après il y a eu jusqu'à 5 usines. Ceux qui étaient pauvres, c'était les cultivateurs. Les marins, quand même, y arrivaient. Ils compensaient ça à l'automne
par le traitement de la soude. Quand il y a eu des bateaux plus réguliers, on a eu quelques visiteurs qui venaient ici, mais il a fallu surtout attendre à partir de 1935-36, à partir des congés payés, c'est là où on a vu davantage de gens arriver. C'était complémentaire, l'activité touristique, très complémentaire. La partie la plus noble, la plus importante, les lieux vivaient de la pêche. La pêche saisonnière au thon a constitué un levier de développement majeur dont témoigne Claude Groisard. Mon père était charpentier, je suis dans le même métier. En général, on faisait un bateau par an, avec un bonhomme. Et puis les réparations de tous les autres, parce qu'à l'époque, il y avait 80 bateaux dans le port, 100 bateaux, même en comptant les petits. Mais quand arrivait l'été, tous les thoniers étaient partis en mer, tous les sardiniers étaient en mer, donc il n'y avait vraiment que les avaries à faire. Ben oui, mais il n'y avait plus de travail pour 20 bonhommes. L'été, on repartait de faire la pêche au thon. C'était l'époque du changement. Moi, j'ai connu, il restait peut-être une vingtaine, entre 15 et 20 voiliers dans le port, voiliers purs. C'était l'époque où les bateaux se sont fait transformer. Ils se sont fait mettre à ajouter un moteur, quoi. On partait en général entre 20 et 30 jours, à chercher le thon. On partait quoi, 2, 3 jours, 4 jours de route, même plus. Et on pêchait qu'à la ligne. J'ai fait 5 années. Après, j'ai trouvé ma sirène. Alors, bon, il fallait choisir. J'ai trouvé une place là, ici, au port de la Mole. On ne fait que les casiers, pratiquement. C'est-à-dire pêcher araignées, crabes, homards et casiers à crevettes l'hiver. Quand les hommes étaient en mer, les femmes travaillaient au champ et dans les conserveries. Je fais comme toutes les filles du pays. Je suis allée à l'usine, j'ai travaillé le thon et la sardine. Et vous savez bien que quand on ne chante pas, c'est automatique, on parle. Et les mains travaillent moins vite. Puis le patron était content, hein, il voulait qu'on chante. C'était des chansons à répéter, évidemment, il fallait que tout le monde puisse participer. Pleurez, pleurez les filles, pleurez, pleurez les filles, vos beaux galants s'en vont, gai ma dondaine, vos beaux galants s'en vont, gai ma dondon. Ils s'en vont au service, ils s'en vont au service à Toulon, gai ma dondaine, au service à Toulon, gai ma dondon. La population de l'île a doublé au cours du 19e et 20e siècle. L'apogée démographique, atteint en 1990, a été suivie par une période de diminution de la population. Mais le dernier recensement témoigne d'une reprise de l'augmentation du nombre d'habitants. Ce profil démographique en hausse est singulier lorsqu'on le compare aux autres îles du Ponant qui ont connu un fort déclin démographique au cours du XXe siècle. Cette dynamique est liée à celle de l'augmentation du nombre de logements, particulièrement forte entre les années 70 et 90. Le taux de croissance annuel du parc de logements entre 1968 et 2014 est de 2,2%. Après Belle-Île, c'est le taux le plus élevé des îles du Ponant. Durant cette même période, la part des résidences principales a diminué progressivement, passant de 71% à 38%. La part des résidences secondaires a, elle, augmenté pour atteindre aujourd'hui 58%. Ce taux de résidence secondaire, très élevé par rapport à la moyenne nationale de 9%, reste inférieur à la moyenne des îles du Ponant et à celui de la Vendée qui atteint 70%. En 2016, l'île-Dieu comptait 512 entreprises, dont 10% appartiennent au secteur primaire et 30% au secteur secondaire. 60% des entreprises insulaires relèvent de l'hébergement, du commerce et de la restauration, soulignant la part importante du tourisme pour l'économie îlaise. Nous avons interrogé le maire de l'île sur ces dynamiques. Bon, Bruno Noury, nous sommes sur le port de l'île-Dieu. Il y a 3 ports en un port finalement ici. Historiquement, oui. C'est la pêche peut-être le premier. Oui, historiquement, c'est vraiment la pêche qui a façonné le port. La pêche à l'île-Dieu, c'est environ 150 marins-pêcheurs. C'est une dizaine d'unités au large. Après, on a une quinzaine d'unités côtières. Même si la pêche a beaucoup souffert, c'est encore une activité majeure pour l'île-Dieu. Alors c'est aussi un port de passagers. Le transit passager, c'est
c'est près de 600 000 personnes qui transitent par ces liaisons, quoi. Donc l'économie de l'île, elle dépend aussi beaucoup du tourisme. Oui, elle dépend beaucoup du tourisme, moi avec la saisonnalité qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Vous avez ce port de plaisance alors. On est le plus grand port de passage de l'Atlantique. Et aujourd'hui, c'est aussi ça qui permet d'équilibrer les budgets portuaires. Alors il y a également une réorientation avec peut-être l'éolien. On attend environ 75 emplois de maintenance sur l'éolien, ce qui permet d'avoir l'activité industrielle de l'éolien dans l'activité industrielle du port qui était là créée. En fait, ça pose la question du développement durable. C'est vrai qu'on a milité pour ce parc éolien avant tout pour des questions d'emploi sur l'île, de maintien d'emploi, de maintien de la population. Sur l'île 2, on a développé des politiques de développement durable. Alors l'exemple type, je pense que c'est la voiture électrique, parce qu'aujourd'hui, on a près de 200 véhicules électriques qui circulent sur l'île Dieu. Donc c'est une vraie réussite. Je pense qu'on est le territoire de France avec le plus de véhicules électriques par habitant. Alors autre point, peut-être la question du foncier habité sur l'île Dieu. Aujourd'hui, vous avez évoqué 60-70 emplois qui allaient être créés pour l'éolien. C'est pas évident, bien sûr. Il y a surtout le prix de l'immobilier qui fait que pour les jeunes, c'est compliqué d'acheter, de construire. Il y a un surcoût de construction. Il y a quelques années, alors c'est une précédente municipalité, on avait mis en place un système de ZAC, de zone d'aménagement concerté. Donc là, on en a un peu sous le pied, j'ai envie de dire, donc on a une certaine visibilité. Il y a des relations entre l'île Dieu et le continent, mais pour autant, je ne crois pas que vous fassiez partie d'une communauté de communes. Non, parce que on avait milité pour pas en faire partie. Les communautés de communes, la compétence un peu obligée, c'est l'économie. Bon, nous on a un aérodrome qui est déficitaire, mais qu'on maintient absolument pour les évacuations sanitaires. On a le dépôt de carburant là-bas qui est municipal aussi, donc des équipements très différents de ce qu'on retrouve traditionnellement dans une communauté de communes. Mais aussi l'île Dieu, c'est une île, on est éloigné du continent, et le bon échelon de gouvernance pour l'île, c'est l'île. Le souci de maintenir une population active à l'année a conduit la commune à mettre en place, en 2005, un dispositif d'accompagnement de création d'entreprises. C'est la plateforme YE Initiative. Vincent Gérard l'anime depuis le pôle économique de Lille. Le réseau Initiative France, c'est le plus grand réseau d'aide aux créateurs et repreneurs d'entreprises sur le territoire national. Alors généralement, quand quelqu'un veut créer une entreprise, donc les personnes démarchent les banques si elles ont besoin d'emprunter de l'argent. Et souvent, elles viennent me voir pour connaître toutes les aides et dispositifs existants. Donc je leur explique un petit peu la méthodologie plateforme, c'est-à-dire, voilà, vous êtes créateur d'entreprise, vous souhaitez un prêt bancaire. Nous, on est là pour vous accompagner dans les premières années de vie de l'entreprise. On monte un dossier, le créateur vient ensuite présenter à un comité d'agrément qui regroupe des experts de l'île Dieu. Alors, le comité de Initiative Île Dieu est présidé par Alain Mounier. Sont venus, et même pratiquent déjà depuis un certain temps, les 3 directeurs des banques, Crédit Agricole, Crédit Mutuel et Crédit Maritime, et le dirigeant propriétaire de Super U, 2 cabinets comptables également, ça c'est important, et ensuite des chefs d'entreprise. Les porteurs de projets doivent déjà avoir contacté des banques. Et si leur projet est validé par des banques, à ce moment-là, ils nous apportent un dossier très complet avec une prévision de vente, éventuellement une étude de marché, et donc un prévisionnel de gestion sur 3 ans, classique. Et à ce moment-là, on les interviewe en face à face. Entre 2005 et 2018, 78 prêts à taux zéro ont ainsi été accordés à 76 entreprises différentes. Cela correspond à la création de 157 emplois. Au total, 583 000 € ont été prêtés pour des prêts moyens de 7 474 €. Le taux de pérennité des entreprises aidées est de 79%. Parmi ces entrepreneurs soutenus, nous avons rencontré Stéphanie Sorlot, ancienne résidente secondaire et monteuse d'émissions de télévision. En fait, j'ai eu l'idée avec un ami de monter une boîte de transport de marchandises, mais terrestre, parce qu'il n'y avait qu'une seule société à l'île Dieu.
Et je me suis lancée là-dedans en avril 2013 pour pouvoir rester à l'Île-Dieu à l'année. Le prêt que la plateforme Initiative Vendée m'a octroyé en fait, m'a aidé à avoir de la trésorerie en fait, dès le départ pour la société. Et en janvier 2015, j'ai eu l'opportunité de reprendre l'épicerie du Bourg à Saint-Sauveur. Et du coup, j'ai réussi à embaucher quelqu'un à l'année pour le transport. Et ils m'ont fait un prêt croissance de 15 000 € à taux zéro. Alors, quand je suis passée pour la commission, là, pour avoir le prêt d'honneur, en leur présentant tout le projet, j'avais des gens en face qui disaient « Ah ben c'est une très bonne idée, c'est bien ». Donc ça m'a rassurée déjà pour me lancer là-dedans. J'ai été parrainée donc, par un comptable et ça m'a pas mal aidé parce qu'il m'a aidé à structurer un peu mes tarifs. Alors Vincent Girard, lui, il a été très très bon dans son domaine parce qu'effectivement c'est lui qui me donnait les infos pour me dire voilà, si dans 2 ans tu embauches quelqu'un en CDI, tu auras accès à un autre prêt d'honneur, donc tu peux revenir nous voir, il n'y a pas de souci. Si tu reprends une autre boîte, tu peux revenir nous voir. Donc ça, à ce niveau-là, il y avait un suivi. Le suivi des entrepreneurs soutenus prend la forme d'un parrainage, mais également de réunions collectives réunissant les membres du comité d'évaluation et les entrepreneurs, comme Maxime Martin. Il est dirigeant d'une entreprise de location de matériel et a diversifié cette activité il y a 1 an avec des services de travaux publics. Moi aujourd'hui j'essaye de gérer la location tout seul avec Charlotte au bureau et un peu les chantiers, et les 2 gars font que du chantier. La location, c'est pour des professionnels surtout ou Surtout, ouais. Surtout. Donc c'est du gros matériel. C'est du gros matériel. J'ai eu de la demande, je me suis dit soit je refuse et je reste tout seul ou à 2, ou soit je prends un risque, j'y vais et puis j'embauche. Donc c'est ce que j'ai fait. Et alors, la première année, Voilà, c'est dur. Je ne parle pas de l'aspect économique, hein, l'aspect entrepreneur. Oh bah, c'est dur, oui, c'est dur. On est jeune, hein, on va aux heures, on y va. Sur les 76 entreprises aidées par la plateforme Île-Dieu Initiative, 48 relèvent des commerces et des services, 15 de l'artisanat, 9 de la pêche et 4 entreprises appartiennent au secteur agricole. C'est le cas de l'entreprise de Renan Pointeau, l'un des rares éleveurs de reines d'abeilles en France. Océanographe de formation, Renan recherchait une exploitation agricole à reprendre. L'attrait de la vie insulaire l'a motivé à répondre à l'offre de reprise de l'exploitation ilaise. Renan, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est votre parcours, comment vous êtes installé sur l'Île-Dieu? Ça a commencé en fin 2015 où j'ai pris contact avec l'ancien repreneur, Patrick Vienne, pour racheter l'exploitation. Donc c'était le but du jeu, racheter l'exploitation pour tout de suite reprendre l'activité sans perdre de temps et pouvoir dégager un salaire parce qu'à l'époque j'étais au chômage. J'ai repris la saison avec M. Vienne qui m'a formé sur 1 année. Reprendre une exploitation sur l'Île-Dieu, c'était l'idéal. L'inconvénient, c'est que j'avais aucun contact. Il a fallu aller voir les acteurs locaux. Terre Fertile m'a aidé sur la partie défrichage, recherche de terrain et défrichage. Et alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'activité en elle-même? Parce que ce n'est pas de l'apiculture, mais de l'élevage de rennes. Alors, on va garder nos abeilles, on va garder le miel, on va garder tout ce qu'elles proposent pour faire grandir une reine. La saison est très courte. Hein. C'est juin, juillet, août, septembre, octobre, on commence à fermer. Quoi. Et vous en produisez combien pendant cette période? Autour de 3000 reines par an. Et alors, donc, vous exportez les abeilles? Et on exporte en France, beaucoup. En Europe, un peu moins, et parfois jusqu'au Brésil. Alors, la cagette d'expédition. Avant d'introduire une reine, je vais prendre des abeilles, de jeunes abeilles si possible, parce que c'est elles qui vont s'occuper le mieux de la reine. Elles ont à manger dans la petite boîte. Quand l'apiculteur va recevoir ça dans sa boîte aux lettres ou par le transporteur, il va ouvrir sa ruche orpheline, donc il n'a plus de reine. Et il va introduire sa cagette comme ça. C'est une variété, ce qui est la caucasienne. Elle est sur l'Île-Dieu depuis les années 50, via une station d'élevage qui a été créée par l'INRA, pour justement essayer d'avoir cette variété en France, parce que c'est une abeille qui est très douce et très facile à travailler. Quoi. Le fait d'être sur une île, c'est un surcoût, mais c'est aussi un avantage du point de vue de votre activité? Alors, au niveau du transport, c'est une grosse problématique, c'est un frein, mais c'est vrai qu'après, pour l'élevage en lui-même, c'est un gros avantage. On est d'ailleurs les seuls en Europe à
à pouvoir garantir de la pure souche caucasien, parce qu'on est sur une île. Il n'y a pas de pollution génétique, et plus la race est pure, plus l'abeille va être douce finalement. Le ratio alimentaire de l'île et la ponte permet d'avoir l'élevage correct et finalement de travailler dans des super conditions. Autre type d'activité dont le dynamisme nous a marqué sur l'île-Dieu, ce sont les médias locaux. L'île dispose de la Gazette, un journal gratuit dont les 10 numéros annuels sont tirés entre 4500 et 7000 exemplaires. Parmi les 110 associations actives de l'île, Oya Film propose des ateliers de cinéma et réalise des documentaires. Enfin, Neptune FM est la seule radio locale des îles du Ponant. Elle est hébergée avec d'autres associations dans les locaux de la Citadelle. La radio, elle a commencé en 1983, donc c'était un peu le début des radios libres, justement, en 81. Donc ils ont fait une association, ils ont commencé à lancer la radio, et puis de fil en aiguille, ça s'est développé. Et puis voilà, là maintenant, c'est donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En 2018, il y a une vingtaine de bénévoles qui se relaient, que ce soit au bureau et à faire les émissions, ils sont 16-17. On chante, comme d'habitude. Prendre le téléphone. Vous prenez vos cahiers de chansons et vous chantez. Entre vous doigts, l'eau vive s'envolera. On a une émission de jazz, on a une émission de culture asiatique, on a une émission d'accordéon, on a une émission sur les jeux vidéo. C'est l'heure maintenant de passer à notre rubrique sport avec Florian. Bonjour Florian. Bonjour à tous, on commence avec du football. Une sur la musique celtique, une sur le hip-hop. Une sur le hard rock et le rock. Sur le hard rock, le métal, le punk. Est-ce qu'on va pas être sur une population plus vieillissante encore, où on va avoir besoin d'encore plus de moyens? Ah bah si, carrément. La population, elle vieillit. En plus, on a de plus en plus de gens Alzheimer. On informe les gens de ce qui se passe sur l'île-Dieu. Par exemple, comme on le disait tout à l'heure, les offres d'emploi, ça passe par nous. S'il y a une chose importante à passer, ça passe par nous. S'il y a une tempête, on peut l'annoncer assez rapidement. On reçoit les associations, soit îlaises, soit du continent. Les festivals aussi de l'île-Dieu et du continent, pour parler de leur activité. Pour faire le point sur l'île d'aujourd'hui et de demain, nous avons posé 3 questions à chaque intervenant de l'émission. Quelle est la principale difficulté de l'île-Dieu aujourd'hui? C'est la vie surtout qui est assez chère. C'est le vieillissement de la population. C'est essayer de faire venir du monde à l'île-Dieu hors saison. Le manque de régularité de liaison maritime liée au chenal de Fromentine. Le développement urbain. Le manque de place pour les commerçants et les artisans quand ils souhaitent s'installer. Trouver des terrains à des prix intéressants, c'est pas évident, et ni d'avoir des locations, quoi. Quelle activité pourrait être créée? Exploiter les ressources agricoles de l'île et proposer des activités touristiques, mais également historiques et écologiques. On a eu le déploiement de la fibre optique sur l'île-Dieu, et je pense qu'on pourrait avoir des emplois liés au numérique. Aujourd'hui, on pourrait créer une station trail. Le principe, c'est faire venir des coureurs en fait, sur toute l'année. Donc lié au tourisme, proposer plus d'activités culturelles. Donc les services à la personne ne sont peut-être pas assez nombreux quand la population décuple en été. Comment voyez-vous l'avenir de l'île d'ici 10 à 20 ans, selon un scénario positif et un scénario négatif? Le principal enjeu dans les années qui viennent et qui conduit toute notre action municipale, c'est le maintien de nos 5000 habitants à l'année. La vision négative de l'île dans 10-20 ans, c'est une île fermée l'hiver en gros, et puis qui se réveille au mois d'avril et jusqu'à la Toussaint. C'est qu'il y a trop de prolifération de résidences secondaires. Le point positif, je pense qu'on aura toujours du travail, par contre. Ouais, on a une clientèle qui ont les moyens de faire des choses que les gens de l'île-Dieu ne peuvent pas, ce qui nous permet, à nous, et tant mieux, de pouvoir faire les travaux en conséquence, quoi. Et que des jeunes viennent ou reviennent sur l'île-Dieu. Une prise de conscience écologique et du coup travailler pour avoir un circuit court. Les gens reviennent, enfin que l'île continue à vivre, que les commerces soient repris, qu'il y ait des nouveaux trucs qui se créent, enfin voilà, qu'il y ait des bénévoles dans les associations. Enfin, voici la synthèse scientifique de Louis Brigand.
L'île-Dieu est une île singulière. Elle est singulière parce qu'elle n'est pas bretonne, bien évidemment, mais elle est singulière parce que dans différents domaines, elle a fait preuve de dynamisme. Le premier point que l'on peut noter, c'est au niveau démographique. Il est étonnant de constater que cette île, contrairement à l'ensemble des îles du Ponant, voit sa population augmenter régulièrement depuis plusieurs décennies. C'est le cas de certaines îles aujourd'hui, mais simplement depuis peu, et le redressement n'a pas la même ampleur. Ensuite, ce qui est à noter, c'est dans le domaine économique. Il y a le tourisme, bien évidemment, mais ce n'est pas très original, le tourisme dans les îles. En revanche, il y a un secteur maritime qui se maintient, qui s'appuie sur le secteur de la pêche, qui a connu des difficultés, mais qui est encore quand même très présent. Il y a une AMAP, il y a encore une école de pêche. Et puis prochainement, il y a ce port qui va servir à l'installation d'éoliennes en mer. Et puis, je crois qu'il faut souligner la multitude des initiatives locales qui sont prises par la commune et avec la population de l'île-Dieu. Celles-ci sont facilitées par la présence de chargés de mission au sein de la commune qui œuvrent dans des domaines variés comme l'économie, le développement durable, la culture ou le patrimoine. Je pense qu'il est intéressant de citer le collectif Terre Fertile qui a été primé dernièrement par le ministre de l'Agriculture qui vise à rechercher des terres qui ne sont plus agricoles, à les défricher et à permettre ainsi à des agriculteurs de s'installer. On a également largement évoqué l'engagement de la commune dans le réseau des plateformes de soutien aux entrepreneurs. Et là aussi, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être développé, appelé à se développer en tout cas, sur d'autres îles. En conclusion, on voit bien que l'île-Dieu est affectée par l'insularité, notamment dans le domaine des transports où il y a des éléments structurels qui la pénalisent. Mais au-delà, on note cependant que grâce à une population importante, grâce à un territoire aussi relativement étendu, elle a su développer certaines activités, maintenir des activités qui ont disparu sur d'autres îles. Certes, il y a des problèmes qui continuent de se poser, et bien évidemment, mais ce n'est pas propre à l'île-Dieu, celui du foncier qui est aussi un enjeu dans les années à venir. Cette émission sur l'île-Dieu touche à sa fin. On vous laisse sur les images du collectif Oyagoustic qui permet à de jeunes musiciens amateurs de se produire sur scène. On se retrouve à l'île de Sein pour la prochaine émission. À bientôt! Gonna let you all the time. Ooh.